continuons avec plusieurs amendements identiques. Je vais commencer par Monsieur Iacovelli pour le 180. Monsieur le Président Iacovelli. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc dans la continuité de nos discussions sur les complémentaires santé, cet amendement vise à réintégrer l'article 7 supprimé par l'Assemblée nationale, puisque la suppression de cet amendement nous paraît incompréhensible. Les complémentaires santé ont augmenté les cotisations des Français sur la base d'une mesure qui n'a jamais existé, puisque le gouvernement Barnier est tombé. En effet, elles ont spéculé sur une prise en charge du ticket modérateur de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2025, qui n'a du coup jamais finalement été mise en œuvre. Et pourtant, cette hausse de plus de 8% a été appliquée sur les cotisations annuelles des Français, hausse qui allait d'ailleurs entre 8 et 12% suivant les complémentaires santé. Autrement dit, ces complémentaires se sont fait du gras sur le dos des assurés en anticipant une dépense imaginaire. C'est tout simplement contraire à l'esprit de solidarité qui fonde notre modèle social. Quand on engrange des recettes sur une hypothèse qui ne s'est pas réalisée, la seule position responsable ou morale, c'est de reverser cette somme soit aux assurés, soit de reverser les marges indues à l'assurance maladie, qui porte, elle, la vraie charge des soins. Cet amendement donc visait justement cela, c'est-à-dire à rendre à la solidarité nationale ce que les complémentaires ont prélevé en trop sur les Français. Avoir supprimé cet amendement revient donc à protéger les marges des complémentaires plutôt que le pouvoir d'achat des assurés. Et dans la sécurité sociale en déficit, priver l'AMO d'1 milliard d'euros, c'est une faute politique des députés. Pour toutes ces raisons, je défends cet amendement. Il corrige une injustice et rétablit la solidarité. Je vous remercie beaucoup. Madame la rapporteure, le 597, identique. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je voudrais rappeler, et c'était bien de commencer par l'amendement de notre collègue Carrère-Gé, parce que comme ça, on n'est pas passé du coq à l'âne, parce que c'est un peu... on voit un peu des sujets différents toute l'après-midi. Et donc là, l'article 7, c'est l'institution d'une taxe exceptionnelle sur les cotisations versées aux complémentaires santé. Donc ça a été supprimé par l'Assemblée nationale et donc nous proposons de le rétablir. Et si on s'en tient en fait aux déclarations des complémentaires santé, le calendrier, ça a été très bien dit, de la fixation des tarifs des complémentaires santé pour l'année suivante s'échelonne entre le printemps et le mois d'octobre. Les tarifs pour l'an prochain sont donc d'ores et déjà fixés, notamment pour les contrats collectifs. Or, le gouvernement a, dès le 15 janvier, annoncé qu'il comptait renforcer transitoirement la fiscalité sur les complémentaires santé. Il a en outre confirmé en mars dernier qu'il avait l'intention de mettre en œuvre cette mesure, malgré la vive opposition du secteur. Par conséquent, les complémentaires santé ont fixé leurs primes pour 2026, sans pouvoir ignorer que celles-ci devraient leur permettre de dégager les marges de manœuvre nécessaires au financement de la contribution supplémentaire demandée. Aussi, si la Commission regrette avec force la hausse tarifaire qui découle pour les assurés de l'annonce de cette taxe, cet effort semble désormais inévitable. Les cotisations des complémentaires santé pour 2026 sont donc maintenant indépendantes de l'adoption ou du rejet en fait, de l'article 7. Nous avons auditionné les complémentaires santé. Elles nous ont amené leur date de décision. Mais en réalité, ce que je viens de dire et ce que vient de dire aussi notre collègue Iacovelli, c'est la vérité. Tout a été augmenté avant même que nous prenions ces décisions aujourd'hui, mais surtout, ça a été pris en fonction des annonces du gouvernement qui l'a fait à plusieurs reprises. Et donc, on a bien entendu que les complémentaires santé avaient des frais de structure, des frais importants qu'ils ont pu nous décliner lors de l'audition. Mais là, on est sur la hausse des cotisations qui, en fait, a été consécutive aux annonces du gouvernement. Et donc, en fait, cet article-là, il ne fait finalement que de répercuter quelque chose qui a été déjà enregistré par les complémentaires santé. C'est donc un amendement de restitution de l'article. Je vous remercie. Monsieur Chassaing, vous avez un amendement identique, le 1259. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Effectivement, on va vers des dépenses beaucoup plus fortes au niveau de la santé. Alors on peut rationaliser la gestion, effectivement, les arrêts de travail. Bien sûr, il faudrait plus d'entreprises, plus d'emplois.
à condition effectivement qu'on ait des entreprises compétitives et pas plus imposées que les autres pays, parce qu'on parle souvent des multinationales, mais il faut voir les TPE et les PME. Mais les ALD vont augmenter beaucoup. Et aussi, on l'a dit ce matin, la dépendance va augmenter. Les 85 ans vont doubler entre 2020 et 2040. La santé mentale, les médicaments nouveaux. Donc notre problème, on veut maintenir la sécurité sociale. On veut que les plus défavorisés puissent être aussi bien soignés que ceux qui ont de la richesse. Il faut maintenir aussi la CMU, la C2S, même si, voilà, pour des gens qui ne peuvent pas payer et qui sont soignés comme les autres. Donc là, on est dans un dérapage de la sécurité sociale et il faut trouver, bien sûr, des solutions pour équilibrer. Donc cet amendement, si vous voulez, indique que les ALD vont augmenter, la prise en charge de l'aide de l'assurance maladie est de 76% en 2019, 80% en 2022. Et cet amendement, vous voyez, effectivement, cet amendement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on est obligé maintenant de faire participer au moins cette année les mutuelles pour pouvoir aller vers l'équilibre de la sécurité sociale. Donc c'est la proposition de cet amendement. Merci, Monsieur Chassaing. Je vais passer au sous-amendement. Madame Souiris, le 1492. Alors, ce sous-amendement vise d'abord à exclure les mutuelles de la contribution additionnelle prévue par l'article 7. Enfin, en fait, avec l'idée qu'il faut faire une différence entre les assurances et les mutuelles. Les mutuelles jouent un rôle de plus en plus important dans le financement des soins en santé en France. En effet, face aux restrictions budgétaires et à la réduction progressive de la prise en charge par l'assurance maladie, les mutuelles couvrent une part croissante des dépenses de santé. Les mutuelles sont donc déjà fragilisées et augmentent leurs tarifs en conséquence. Les cotisations ont bondi de plus de 8% cette année. Leur imposer encore une contribution se répercuterait directement sur les ménages, et ce, sans la progressivité qui existe avec les cotisations de la sécurité sociale. Donc c'est deux problèmes. Un, fragilisation. Deux, problème de progressivité, donc inégalité devant la cotisation sociale. Est-ce que vous avez présenté le suivant? Le 1493. Alors, ça, c'est donc là, le sous-amendement 1493, c'est un amendement de repli qui vise à exclure les complémentaires pratiquant la tarification sociale, exactement dans la continuité de ce que je vous disais. Selon l'adresse, en 2021, seuls 10% des personnes sont couvertes par des contrats de mutuelles dont les modes de tarification garantissent une solidarité entre les niveaux de revenus. Soutenir les complémentaires qui proposent des tarifs sociaux, c'est protéger les ménages les plus modestes. L'OMS le montre bien, les foyers modestes dépensent proportionnellement 2 fois plus pour leurs complémentaires santé que les plus riches. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter cet amendement qui à la fois permettrait de protéger les foyers les plus modestes et en second lieu, permettrait d'inciter les complémentaires à pratiquer des tarifs sociaux. Merci. Merci, Madame Souiris. Et enfin, le 1146, Madame Apourceau-Pouli. Pardon. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. C'est un amendement qui prévoit de réduire le taux de la taxe de solidarité additionnelle sur les complémentaires santé pour les retraités. Parce que, alors d'abord, je voudrais dire que j'entends tout ce qui se dit sur les complémentaires santé qui ne joueraient pas le jeu, etc. Si on avait préservé, trouvé des ressources pour conserver le 100% sécu, peut-être que ce secteur n'aurait pas pris autant de place aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne débattrions pas dans les termes dont nous les débattons aujourd'hui. Ensuite, je crois effectivement qu'il faut différencier le secteur mutualiste du secteur assurantiel qui ne sont pas du tout motivés par les mêmes objectifs. Et puis, enfin, cette taxe que vous proposez sur les mutuelles, enfin les complémentaires santé, va inévitablement se répercuter sur les assurés. Si
Non, mais c'est déjà fait. Si vous ne... Mais laisse-moi finir. Si vous ne vouliez pas que ça se répercute sur les assurés, alors vous imagineriez des mécanismes qui l'empêchent. Ça n'est pas le cas. Et j'ajoute à ça que autant aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent aux employeurs de prendre au moins en partie ces complémentaires santé, autant ça n'est pas le cas pour les retraités qui d'ailleurs ont des contrats beaucoup plus coûteux parce que leur âge et souvent malheureusement leurs pathologies sont prises en compte et qu'ils ont des contrats beaucoup plus coûteux. Ce que je constate pour terminer, c'est qu'à 24 heures du début de l'examen de ce PLFSS, la barque est déjà quand même assez lourde pour les retraités, puisque vous venez de leur augmenter la CSG, vous allez leur répercuter la taxe sur les complémentaires santé, et je ne parle pas, mais on y viendra, du gel de leur pension. En 24 heures, ça fait déjà beaucoup. Et Madame Brulin, alors je vais demander l'avis de la rapporteure, notamment bien sûr sur les sous-amendements et le dernier amendement. Oui, tout à fait. Alors, sur les sous-amendements d'abord, donc les numéros 1492 et 1493, en fait, ils n'apportent aucunement la preuve que les complémentaires santé qu'elles entendent exclure du champ de la contribution exceptionnelle n'aient pas répercuté la hausse prévisionnelle de la fiscalité sur leurs assurés. On l'a dit tout à l'heure. Les mutuelles ne nous ont pas indiqué geler plus tardivement que les autres leurs évolutions tarifaires. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux sous-amendements. Maintenant, l'avis sur les autres amendements de la discussion commune. La commission est naturellement favorable aux amendements identiques aux siens. Elle a en revanche émis un avis défavorable à l'encontre de l'amendement numéro 1146, contraire à l'esprit de l'amendement de la commission. Le sujet de l'accessibilité financière aux contrats de complémentaire santé pour les seniors est certes déterminant, mais le canal de la fiscalité ne semble pas le plus approprié pour ce faire, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Une aide directe aux assurés serait en ce sens préférable. Je dois également indiquer que l'adoption de cet amendement numéro 1492, au détriment des autres amendements de rétablissement, dégraderait en outre de 2,6 milliards d'euros le solde de la branche maladie pour 2026. Je voulais vous préciser aussi autre chose, parce qu'on est là en train de débattre sur des temps de calendrier, des temps de décision qui seraient pris avant ou après. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce qui est pris en compte en termes d'AMO depuis quelques années n'a fait que d'augmenter pour faire baisser la prise en charge par l'AMC. Et ça, le rapport de nos collègues l'a aussi très bien démontré. En 2012, on était à 76% pris en charge par l'AMO. Et aujourd'hui, on est à 79,6%. Donc, on voit bien qu'il y a une montée en charge de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et que les complémentaires ont moins à prendre en charge. Donc, après, je retiens de ma collègue qu'elle serait presque assez favorable à la grande sécu. Enfin, la grande sécurité sociale. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, il faut sans doute y réfléchir, mais pas là à travers le PLFSS. Moi, j'y suis pas trop favorable parce que je pense qu'il y a une complémentarité, une émulation, et c'était au départ de la Constitution, je dirais, de la sécurité sociale, de l'organisation de la sécurité sociale. Ça a été aussi porté et discuté par des gens qui étaient plutôt de votre côté. Donc voilà, je voulais en tout cas vous redire ça. Merci. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, votre avis sur l'ensemble de ces amendements en discussion commune. Merci Madame la Présidente. Pour les sous-amendements, je voudrais redire ici que cette taxe finance la C2S. Je crois qu'il faut avoir en tête ça parce que l'entraînement, si vos sous-amendements étaient adoptés, entraînerait une perte de recettes pour la C2S qui, elle, participe à la protection des plus fragiles. Dire aussi, en plus des éléments qui ont pu être donnés par Madame la rapporteure, qu'il n'y a pas de distinction actuellement sur cette taxe de solidarité additionnelle entre les mutualistes et les autres complémentaires, qui entraînerait possiblement un problème d'équité concurrentielle et probablement un problème aussi juridique. Donc c'est un avis défavorable sur ces sous-amendements. Concernant les amendements identiques, ça sera un avis favorable. Vous savez que dans ce budget de la sécurité sociale,
prévu de proposer un effort partagé. Cette taxe sur les complémentaires intervient dans le cadre de cet effort partagé. Il intervient aussi de façon, et je crois qu'il faut le redire ici, exceptionnelle et transitoire de cette taxe en raison de la répercussion l'année dernière, comme cela a été dit par la rapporteure, d'une taxe qui était prévue, qui n'a pas eu lieu dans les suites. Et donc, il paraît cohérent, à l'heure où on demande un effort partagé, de aussi proposer cet effort aux organismes complémentaires de cette taxe qui a un rendement d'1 milliard. Le reste des arguments ont été donnés. Je ne vais pas les répéter. Merci, Madame la Présidente. C'est un avis défavorable pour les sous-amendements, favorable pour les amendements. Défavorable. Celui de Madame Apourceau-Poly. Madame Brulin. Non, et il faut que... Moi, je veux quelque chose de très clair et très précis parce que c'est... Défavorable sur les sur les deux sous-amendements et sur l'amendement 1146 et favorable pour les 3 autres amendements 180 rectifié, 597, 1259. Très bien. Alors, j'ai plusieurs demandes d'explication de vote. Monsieur Iacovelli avait commencé. Je vous en prie, Président. Oui, Iacovelli. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Juste une explication de vote sur les 2 sous-amendements et l'amendement de nos collègues du CRCE. Moi, je comprends tout à fait la problématique de dire ça va être répercuté sur les plus fragiles et notamment les retraités. Sur le principe, vous avez raison, mais ça aurait été bien de le dire aussi l'année dernière, parce que c'était déjà le cas l'année dernière, et en l'occurrence, là, cet amendement ne fait que rattraper quelque chose qui a été facturé, y compris par les mutuelles, parce que contrairement à ce que Madame Souris dit, les mutuelles sont exactement dans le même cas que les autres complémentaires santé. Je rappelle quand même que, et notre rapport l'a démontré, nous avons déterminé que entre les transferts de charges décidés par le gouvernement entre l'AMO et les AMC et les augmentations naturelles des coûts de la santé, c'est entre 4,5 et 5,5% d'augmentation pour les complémentaires santé. Elles ont augmenté entre 8 et 12%. Donc là, il y a une réalité. Et ce n'est pas sur cet exercice-là, c'est depuis 2 exercices qu'elles augmentent. Moi, je pense que nous pourrions peut-être avoir un combat commun de faire en sorte que les complémentaires santé dans leur globalité, et pas seulement les assurances, Madame Souris, mais y compris les mutuelles, elles puissent travailler sur la question des frais de gestion. Parce que quand elles ont augmenté 33% leurs frais de gestion en 10 ans, je suis désolé, mais les complémentaires santé ne sont pas là pour sponsoriser les Transat Jacques Vabre ou toutes les autres comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le principe même des complémentaires santé. Donc battons-nous collectivement sur ce sujet-là, plutôt que d'essayer de sauver des organismes aujourd'hui qui font du gras sur les Français. Donc pour ces raisons, moi je soutiendrai bien sûr l'amendement que j'ai fait et celui de la commissaire, et je ne soutiendrai pas ceux des sous-amendements et Madame Apourceau-Poly. Je vous remercie. Madame Le Houerou, pour explication de vote. Oui, pour notre groupe, nous ne pouvons pas soutenir ces amendements de suppression. En effet, quand vous taxez les mutuelles, en réalité, vous taxez le budget des ménages. Et soutenir une contribution des organismes complémentaires au titre de 2026 au budget de la sécurité sociale, nous savons très certainement que la conséquence tout à fait directe de cette mesure est d'augmenter le coût des mutuelles et de grever encore le budget des ménages et le pouvoir d'achat des ménages, et particulièrement celui des retraités. C'est pourquoi nous soutiendrons le sous-amendement que l'on considère comme un amendement de repli, celui du groupe communiste, qui vise au contraire à appliquer un taux réduit de taxe sur la solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire des retraités qui ne bénéficient pas de la prise en charge des employeurs et pour lesquels les dépenses de santé sont plus lourdes et plus coûteuses. Mais sur le principe, nous sommes opposés donc à cette taxation pour 2026 des mutuelles, et nous soutiendrons donc l'amendement de repli du groupe communiste qui permet d'alléger le budget des retraités. Merci Madame Le Houerou. Madame Apourceau-Poly pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Alors évidemment, la majorité sénatoriale a fait le choix de rétablir cet article, pourtant supprimé par la majorité, par l'Assemblée nationale, il faut bien se le dire. Mais cet article instaure évidemment un nouvel impôt
finalement cachés sur les organismes complémentaires. Et ça a été dit par ma collègue Céline Brulin, ce seront évidemment une fois de plus les retraités qui seront les premières victimes. Les assureurs et les institutions de prévoyance et mutuelles à hauteur de 2,05% des cotisations, donc qui seront évidemment répercutés, et nous n'avons aucun doute sur ça, sur les assurés eux-mêmes. Donc, pour rappel, il y a quand même déjà une taxe additionnelle qui existe de 13,27% sur les contrats dits responsables, et c'est l'écrasante majorité finalement de l'offre complémentaire. Et pour les contrats hors cadre de garantie publique à hauteur de 20,27%. Cette taxe finalement est un nouvel impôt sur la santé et vous justifiez cette taxe par les hausses de cotisations des dernières années. Mais le gouvernement oublie de préciser que depuis 2024, de nombreux transferts ont eu lieu de la sécurité sociale vers les complémentaires santé. Ce transfert de notre système de solidarité universelle vers des réponses individuelles coûteuses, vous réinterviendrez après, monsieur Iacovelli, tant pis pour vous, trouve son apogée lorsque vous conditionnez les délais de remboursement du dispositif 100% santé en audiologie, en dentaire ou en optique à l'adhésion à un contrat avec une complémentaire, une assurance ou un institut de prévoyance. Si ces organismes augmentent déjà leurs efforts en absorbant une partie du désengagement public, quelle sera la conséquence d'une telle taxe? Merci. Madame Poncet-Monge et ensuite le président Milon. Merci Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, il y a Monsieur Iacovelli qui découvre que la Sécu est plus efficace que les complémentaires. C'est bien. Donc voilà déjà une chose. Oui, arrêtez d'interrompre. Laissez parler Madame Poncet-Monge, s'il vous plaît, continuez Madame Poncet-Monge. C'est ce que vous avez dit avec les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est ça, 25% d'un côté, 8% de l'autre. Alors, qui a payé cette taxe qui n'a pas eu lieu? Qui l'a payé? Les ménages. Qui la récupère? L'État. Il n'y a pas un truc là. Si elle est illégitime, en récupérant l'argent de l'augmentation auquel vous avez renoncé, en récupérant l'argent, eh bien, vous rétablissez l'augmentation que vous aviez prévue. Mais c'est pas normal. Il y avait une autre solution qui a eu lieu pendant le Covid, c'est-à-dire vous auriez pu proposer en disant c'est pas bien, c'est illégitime, n'appelez pas pendant 1 ou 2 mois les cotisations. Ça a eu lieu en 2020. C'est pas ce que vous proposez et vous proposez que l'État, lui, récupère. Et c'est pas la première fois que l'État augmente, hein. Ça fait des années que les taxes augmentent sur les complémentaires. Donc, ce que je voudrais dire, ce qui est choquant aussi, c'est que devant la dynamique des dépenses de maladie, dont nous avons parlé qu'elle avait une dynamique un peu fatale en quelque sorte, eh bien, vous, au lieu de faire de vraies économies de dépenses ou de vraies recettes pérennes, eh bien, vous faites des one-shots. C'est-à-dire, hop, là, allez, 1 milliard, et l'année prochaine, vous ne l'aurez pas. La dynamique des dépenses de l'ONDAM aura toujours lieu. Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Augmenter la taxe. Vous voyez bien que dans vos solutions qui ici ne sont pas légitimes, eh bien, dans vos solutions, vous faites, c'est pareil pour le gel. Il y a une dynamique des dépenses, vous faites le gel. L'année prochaine, la dynamique existera toujours. Et alors, on refait le gel. Vous voyez, c'est pas ça la solution d'efficience. C'est pas ça vraiment sauver de façon pérenne et à long terme la sécurité sociale. Madame Poncet-Monge. Alors, Monsieur le Président Milon, je vous en prie, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. J'avoue que ceux qui me connaissent savent que j'adore parler des mutuelles. Je voudrais d'abord revenir sur le 100% de Madame, je ne sais plus ton prénom, voilà. C'est Ambroise Croizat, c'est le ministre Ambroise Croizat, qui n'a pas vécu assez longtemps d'ailleurs, qui a mis en place la sécurité sociale en écartant certains systèmes, d'où les mutuelles. Il n'a fait en fait que le travail rapporté par le haut fonctionnaire, M. Larocque. Mais donc c'est Croizat qui était responsable de tout ça, avec Larocque à l'initiative. Ça c'est le premier point. Deuxième point,
Vous parlez beaucoup des retraités qui ne sont pas sous les mutuelles. Je regrette, mais quand Madame Touraine, dans la loi santé, a mis en place les mutuelles pour les salariés, etc., avec les entreprises, on a oublié complètement, vous avez oublié, puisque vous l'avez voté, vous avez oublié complètement les indépendants et les retraités. Après, je vais vous parler d'Agnès Buzyn. Madame Buzyn, dans sa loi, a mis le RAC, le reste à charge zéro. Et quand elle a mis le reste à charge zéro, elle nous avait bien dit ici qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taux de mutuelles. Or, immédiatement, je me souviens, j'ai fait un débat avec les mutuelles, immédiatement après le vote de la loi sur le RAC zéro, les mutuelles ont augmenté, les organismes complémentaires d'assurance maladie, ont augmenté leur taux de cotisation de 6,5%, immédiatement. Après, la crise Covid, pendant la crise Covid, le ministre Olivier Véran, à l'époque, a dit la sécurité sociale prend en charge l'intégralité des dépenses de la crise Covid, soit près de 20 milliards par an. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que j'ai mis un amendement en place ici au Sénat pour faire participer les mutuelles. Elles ont participé sur un déficit de 20 milliards à hauteur de 1 milliard par an sur 2 ans. 2 milliards en tout. Et honnêtement, elles n'ont pas été vraiment beaucoup ponctionnées. Et puis, je vais revenir sur ce qu'a dit notre ami Iacovelli, parce que c'est intéressant. Ça fait des années que je dis que je ne trouve pas normal que ma mutuelle finance l'équipe de Saint-Étienne, puisque moi, ma mutuelle est en Vaucluse et elle finance l'équipe professionnelle de football de Saint-Étienne. C'est pas normal que certains organismes complémentaires de santé financent la transatlantique. Elles doivent financer la santé de leurs cotisants. Point final, pas autre chose. C'est pas le cas. Et vous le couvrez pour l'instant. Alors, j'avais fait une proposition à M. Braun. Il m'avait dit qu'il allait prendre, malheureusement, je lui ai parlé de ça en août, et en septembre, il n'était plus ministre. Mais, Madame la ministre, je vous fais la proposition, on verra par la suite. Pardon ? Je dis simplement vous accélérez un petit peu. Je vous donne une grande tolérance. Oui, mais je ne parle pas souvent. Non, c'est vrai, c'est pour ça que je vous ai toléré déjà 47 secondes. Je vais terminer sur une proposition. Donc allez-y, mais voilà. Je vais terminer sur une proposition, si vous m'autorisez. Oui. Pourquoi le Parlement ne fixerait-il pas un panier de soins obligatoire pour les organismes complémentaires de santé dont le tarif serait fixé par le Parlement? Après, à partir de ce panier de soins obligatoire, les organismes complémentaires feraient ce qu'elles veulent au-delà. Mais le tarif serait le même pour tous les organismes complémentaires de santé et serait le même pour tous les cotisants sur un panier de soins de base. Merci et mille excuses, Madame la Présidente. Ça va, Monsieur le Président. Bien, Monsieur Chassaing, et ensuite je passerai la parole à Madame la Ministre si je n'ai plus de demande d'explication de vote. Je vous en prie, chers collègues. Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, notre problème, si vous voulez, au niveau en France, c'est qu'on a moins de volume de travail par personne, si vous voulez, par rapport aux autres pays, notamment l'Allemagne, les pays, le Danemark, les Pays-Bas, etc. Et je pense qu'il faut aller progressivement vers cela, avec notamment les seniors qui sont beaucoup moins importants. On est 40% en France, 67% en moyenne européenne, et aussi les jeunes. Donc il faut renforcer la formation et aussi trouver des solutions pour que les seniors puissent continuer encore à travailler. Et comme ça, on aura davantage de ressources. Parce qu'il faut continuer, je l'ai dit tout à l'heure, à financer même les plus défavorisés. Alors, les personnes, quand même, il y a 6 millions de personnes en CMU, il y a 1 million de plus, je crois, avec la C2S, 7 millions au total. Donc ça c'est la sécurité sociale qui finance. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour le financer parce que, je l'ai dit, on aura une augmentation des ALD, 3/4 des dépenses de l'assurance maladie, c'est les ALD. La dépendance va exploser, donc on aura tout ça à prendre en charge. Je pense qu'actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, l'assurance maladie obligatoire, elle rembourse 80% des prestations. Donc avant, en 2019, elle n'était qu'à 76%. Donc je pense qu'une participation pendant 1 an des mutuelles, je pense que c'est une solidarité aussi qu'il faut demander à tout le monde. Merci. Merci, Monsieur Chassaing. Madame la Ministre, je vous en prie.
Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Rapidement, deux choses. La première, c'est quand même, on ne peut pas occulter qu'il y a une déformation du financement des organismes complémentaires vers l'assurance maladie en raison notamment de l'augmentation du nombre important d'ALD. Ça a été chiffré entre 2012 et 2022. Par cette augmentation d'ALD, c'est plus de 3 milliards donc, en faveur des organismes complémentaires. Et pour répondre à M. Milon, je le redis ici, la mission que je lance avec ces 4 personnalités qualifiées, qui auront des approches un peu différentes sur le sujet, va permettre d'embarquer ce que éventuellement vous proposez, ce qui a été présenté après, pour qu'on puisse faire le 2.0 de cette relation assurance maladie, organisme complémentaire. Il est très important, on le voit dans nos débats, de pouvoir avancer. Vraiment, les 4 personnalités ont été quasiment trouvées et ça va, d'ici la fin du PLFSS, j'espère vous pouvoir la lancer officiellement. Merci Madame la Ministre. Bien, je vais mettre aux voix donc ces amendements en discussion commune. Je vais commencer par les sous-amendements, les 2 de Madame Souiris, le 1492 et le 1493, qui ont eu tous les deux avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Pour le 1492, qui est pour? Le sous-amendement de Madame Souiris, 1492. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Est-ce que je considère que c'est un même vote pour le 1493? Donc les 2 sous-amendements ne sont pas adoptés. Je vais maintenant donc passer au vote les 3 amendements identiques qui ont eu un avis favorable du Gouvernement, dont l'amendement de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont donc adoptés et ils font tomber l'amendement 1146.